Au cours des 50 dernières années, c'est beaucoup autour de son statut dit public qu'a été considérée la spécificité de l'Université du Québec. La plus récente version est à l'effet que ce serait la seule université qui ne serait pas à charte. On doit comprendre qu'elle ne devrait donc pas être traitée aussi royalement ou pontificalement que les autres. Je me propose de montrer que ce type de discours évolue dans un univers de raccourcis que ni les textes normatifs ni les faits ne permettent d'accréditer. Les 50 dernières années montrent plutôt que les instances politiques et administratives du système ont traité l'Université du Québec essentiellement de la même manière que les autres universités, en tout cas rien qui puisse laisser croire qu'il s'agit d'une institution chouchou. On pourrait même parler plutôt de tough love, mais il paraît que ça fait de bons enfants. L'analyse que je pratique et que je vais simplifier ici là, pour des raisons d'horaire n'est pas vraiment de nature historique. C'est plutôt une lecture politique et stratégique faite d'instantanés qui, sous divers angles et à partir de lieux stratégiques institutionnels différents, mais portés par un même acteur, qui, dans l'exercice de mandats différents, a vu naître et grandir l'Université du Québec depuis le début et qui n'a pas changé d'idée selon les fonctions occupées. Une sorte d'album souvenir tiré d'archives du sous-sol, des archives épeurantes et peut-être bien aussi un éventuel programme de travail. Je voudrais vous proposer une réflexion en deux temps. D'abord, dans une première partie, évoquer que l'Université du Québec a des traits plus ou moins spécifiques quant à son statut et quant aux gestes politiques qui l'ont entouré. Et dans un deuxième temps, je voudrais montrer que l'Université du Québec, sur le plan du financement et de la gestion du développement du système, a eu un traitement plus ou moins commun. Des traits plus ou moins spécifiques, il y a des traits spécifiques à l'Université du Québec, il ne faut pas en minimiser l'importance. Le premier, c'est que c'est un projet de loi public qui, présenté par le gouvernement, adopté à l'unanimité, que l'Université du Québec a été créée. C'est dans la foulée de la grande charte de l'éducation, de la Révolution tranquille, de sorte que l'Université du Québec fait partie de ces figures de proue, de ces symboles phares, presque mythologique d'une certaine façon. L'Université du Québec, c'est un enfant désiré. Les autres universités, on en a comme hérité, ce qui n'est pas rien, mais sans en prendre possession, parce que la nationalisation de l'éducation s'est arrêtée aux portes de l'université de toute façon. Et n'oublions pas par ailleurs que ces chartes pontificales ou royales, la plupart d'origine préconfédérale, ont toutes été intégrées dans le corpus législatif du Québec. Ce sont des lois du Québec. Ce sont des lois d'intérêt privé, mais des lois du Québec que l'Assemblée nationale peut changer. Mais de cette origine législative ne découle aucun statut juridique particulier concernant son statut public. La même année, le gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur l'enseignement privé. Et ça le confirme, l'enseignement universitaire est exclu de cette loi. De sorte que le binôme privé-public ne s'applique pas à l'université, pointe à la ligne. L'Université du Québec est créée par une volonté politique claire, mais selon un statut juridique qui est conforme à l'intention de l'État québécois de maintenir l'autonomie des universités. Et suivant en cela, d'ailleurs, les recommandations du rapport Parent. L'Université du Québec ne sera donc pas formellement publique, elle ne sera surtout pas une université d'État, et la loi est claire, l'Université du Québec va établir ses programmes, décerner ses diplômes, prendre ses décisions stratégiques et budgétaires, elle va être l'employeur de ses personnels, elle va négocier et assumer ses conventions collectives, et ses professeurs ne seront jamais, par exemple, membres du syndicat des professeurs de l'État du Québec. Elle va être responsable de ses régimes d'assurance et de retraite et va recevoir les mêmes subventions de fonctionnement et d'immobilisation selon les lois et les règles
applicable à toutes les universités, et les étudiants vont y payer les mêmes frais de scolarité. Bref, l'Université du Québec sera une université selon le modèle en vigueur, c'est-à-dire académiquement et administrativement autonome. Cela dit, il y a évidemment quelques touches à saveur publique qui caractérisent l'Université du Québec, à commencer par son nom même, qui est un nom extraordinaire dont on n'a peut-être pas tenu suffisamment compte. Ce n'est pas l'université qui porte le nom d'une ville ou d'un grand personnage, elle porte le nom du pays, évoquant ainsi de soi une mission à portée nationale et pour l'ensemble du territoire. Dans ce nom, j'ai toujours été convaincu qu'il y a une sorte d'agenda de solidarité et de complicité avec la société québécoise. Et si c'est cela, être public, alors, oui, on veut bien, mais de toute façon, aucune charte ne peut en exempter aucune de l'être aussi. La nomination par le gouvernement de tous les membres des conseils d'administration est aussi un trait spécifique, plus ou moins spécifique, parce que vous savez que le gouvernement nomme aussi dans d'autres conseils des universités des membres. Et il y en a 8 à Laval, 8 à Montréal, 3 à Laval, 1 à Sherbrooke, 2 à l'École polytechnique, 2 aux hautes études. Il nomme même d'ailleurs le directeur de l'École polytechnique. Donc, spécifique, oui, mais pas exclusif. Quant aux chartes des autres universités, la Commission Parent avait recommandé leur évolution, notamment pour accroître la participation interne et pour réduire les dépendances par rapport à des pouvoirs externes, notamment les églises. De fait, les lois ont évolué dans ce sens, pas toutes, mais du côté francophone, par exemple, la loi de l'Université de Montréal définit celle-ci comme une institution universitaire de caractère public. C'est la seule mention dans une loi de l'Université de Montréal. Les statuts de Sherbrooke, pourtant toujours érigés canoniquement par un décret apostolique, même actuellement, indiquent explicitement qu'elle est d'intérêt public. Et tout en se décrivant comme université de tradition chrétienne, et ayant toujours l'archevêque catholique de Québec comme visiteur royal, l'Université Laval s'est substantiellement affranchie des tutelles passées et rapprochée du modèle préconisé par la Commission Parent. Dans les universités anglophones, c'était plus pragmatique, plus subtil. Le bishop est demeuré avec un rôle important des évêques anglicans de Québec et de Montréal, comme bien vous savez. Et même la charte de McGill dit bien que l'institution poursuit un objectif d'éducation de la jeunesse au principe de la vraie religion. Fondée en 1974, Concordia, à l'instar de l'UQ, appartient à la nouvelle génération d'universités, sans rattachement juridique de type confessionnel ou constitutionnel. Et vu sous cet angle, on peut aussi dire que l'Université du Québec est laïque et publique, même si ces mots n'apparaissent pas dans sa loi. Tout n'est donc pas parfaitement cartésien dans l'évolution des traits publics sur le plan juridico-institutionnel. Mais je veux rapidement mentionner 4 faits que je développerai davantage dans mon papier, des faits divers qui montrent que ce sont des traits plus ou moins spécifiques qui ont été plus ou moins clairement perçus et gérés par les intervenants publics. Donc, 4 exemples. Le premier concerne l'imputabilité des chefs des dirigeants des universités devant l'Assemblée nationale. Je signale que dans les années 90, au moment où le gouvernement a fait adopter cette loi, et c'est une loi qui concerne l'ensemble des administrateurs de la fonction publique. Et de sorte que depuis ce temps-là, les sous-ministres paradent devant cette commission de l'Assemblée nationale. Pendant tout le débat qui a précédé la définition de cette loi, les chefs d'établissement de l'UQ seulement apparaissaient et disparaissaient des listes. Donc, ça veut dire qu'il y avait là des ambiguïtés. Finalement, c'est au nom de la loi des universités que les dirigeants de l'UQ, comme les autres dirigeants des universités, vont à l'Assemblée nationale.
Mais c'est dire qu'il y avait des gens qui pensaient que ça aurait dû être autrement et traité spécifiquement pour l'UQ. Mais ça a été bien défendu. Il y a un autre trait intéressant, plus folklorique, c'est la liste des organismes publics de l'État du Québec. Périodiquement, il y a des gens qui prétendent que l'Université du Québec est dans la liste. Donc, des organismes dont plus de la moitié des membres sont nommés par le gouvernement, dont le budget est imparti au gouvernement pour plus de tant %, et ainsi de suite. Et mais ça se termine par une liste. Et alors, périodiquement, il y a des gens qui prétendent que l'Université du Québec est là-dedans. Je me souviens d'un exemple folklorique. Un ministre responsable de la capitale, ayant peur que la TELUC parte, avait dit qu'il faut que le siège social de cet organisme public reste dans la capitale, puisqu'il est dans la liste. Il n'était pas dans la liste. Il n'est toujours pas dans la liste. Les deux autres exemples vont dans un sens opposé, mais ça confirme le trait plus ou moins spécifique. C'est d'abord l'insertion de l'Université du Québec dans le périmètre comptable du gouvernement. C'est une énorme décision. Périodiquement, les finances réclamaient cela, notamment pour avoir donné aux investisseurs étrangers une meilleure idée des actifs et de la dette publique. Et ça a toujours été empêché, si je peux dire. En 2007, on a appris que l'Université du Québec serait dans le périmètre comptable du gouvernement et donc apparaît dans les états financiers du gouvernement. C'est la seule université. Voici un geste contre lequel, après coup, l'Université du Québec a essayé de se défendre, notamment autour de la discussion du projet de loi 15 sur la réduction des effectifs qui devait s'appliquer à tous les organismes inscrits dans le périmètre. L'Université du Québec a réussi là, à dire on veut bien pour le périmètre comptable, à la limite, mais ça avait été empêché pendant des années à ce titre suivant, non pas parce que l'idée était farfelue, mais c'est parce que c'était ou toutes les universités ou aucune, mais pas seulement l'Université du Québec. L'autre élément, l'autre fait que je veux rapporter, c'est celui du sommet d'enseignement supérieur en 2013, où, comme vous savez, l'Université du Québec a eu des sièges à elle. On peut apprécier diversement cette chose, mais il est évident que là, sur le plan politique et stratégique, il y a eu pour l'Université du Québec de quoi donner l'idée à d'autres de rappeler qu'elles avaient des chartes. Et je pense que là, on peut dire que ce que je vais essayer de montrer dans mon papier, c'est que à travers ces faits-là, qui sont de diverses natures, on voit qu'il peut y avoir des perceptions plus ou moins nettes du statut de l'Université du Québec, même si dans les textes, il est très clair. C'est une université qui est je veux dire, qui a des touches publiques, comme une mission publique, mais qui n'est pas de statut public et qu'on ne peut pas opposer à des institutions qui seraient à charte. Quand on regarde l'histoire du financement des universités, l'histoire du développement des universités, on est obligé de dire que l'Université du Québec a été traitée comme toutes les autres, et je suis d'avis qu'elle a été parfois traitée un peu plus durement que d'autres. Les modes de financement, d'abord, il y a une histoire complexe dans le financement des universités, mais il est clair que l'Université du Québec, on voit qu'elle sécrète une constante. Celle-ci a toujours été traitée comme les autres, parfois handicapée par un passé court ou par des engagements dans des secteurs relativement moins payants, ou en raison d'un pourcentage élevé d'affectation en temps partiel, tantôt avantagée par une présence politiquement toujours sensible, une présence régionale, toujours politiquement très sensible. Mais au bout du compte, l'Université du Québec n'a jamais bénéficié de quelque statut de filiation ou de spéciale proximité avec l'État. On l'observe dès les années de création, où les urgences sont parfois obligées à tourner rond les coins, à embaucher rapidement, à organiser, à loger, on le rappelait, en urgence, sans patrimoine disponible, parfois à coup d'expédient. Cela reste à étudier en détail,
Mais il est d'ores et déjà sûr que le développement de secteurs peu coûteux et le recours élevé à un nombre élevé de chargés de cours ont eu des effets directs sur la constitution de ces bases financières dites historiques. Même dans les années 80, des constituantes sont nées avec des ressources que l'on savait insuffisantes. Et pendant des années, l'Université du Québec a ainsi pratiqué des coûts réels relativement bas à mains égards et a dès lors dû s'habituer à des perspectives dites de sous-financement qui limitaient son action. Dans une méthode historique, les coûts observés font loi. Alors, même s'il se trouvait des analystes pour dire que c'était théorique, l'Université de Québec pouvait considérer qu'elle était sous-financée parce qu'elle coûtait moins cher. Massivement engagée en sciences humaines et sociales, en sciences d'éducation, en administration, sans médecine, sans secteur lourd, l'UQ ne voguait décidément pas dans les secteurs porteurs. Et en fait, l'histoire du financement montre bien qu'il y a à l'Université du Québec une fragilité. Un des créneaux potentiellement avantageux pour l'Université du Québec sur le plan financier a été probablement sa présence en région, qui l'a associée de près aux besoins des populations, elles-mêmes fortement solidaires de leur université et politiquement très sensibles pour la carrière des élus, c'est sûr. À telle enseigne, bon, on m'incite à y aller. Ce que je veux signaler, c'est que même la nouvelle formule de financement, qui n'est pas historique, qui a été adoptée au tournant des années 2000, reconnaît à différentes universités des missions particulières et qui relativise complètement la mission régionale. Le nouveau concept de mission particulière a été étendu au-delà des régions. Ça, il intéresse les régions d'une manière significative. Donc, les universités constituantes dans la région reçoivent un montant spécifique parce qu'elles sont en région pour assurer une certaine variété de cours, dit-on, et aussi pour payer ses voyages à Québec. Mais il figure aussi une subvention spécifique à l'Université de Montréal pour lui permettre de conserver sa position parmi les grandes universités d'Amérique du Nord. À l'Université de Bishop, comme soutien à une université de taille modeste. À l'Université de Sherbrooke, pour l'aider à assumer son rôle particulier dans la région de l'Estrie. À l'Université Laval, pour l'aider à assumer son rôle particulier dans la région de Québec. Et ainsi, même la médecine vétérinaire est une mission particulière. La vocation de recherche de l'INRS aussi, et ainsi de suite. La lecture des règles budgétaires est quelque chose de tout à fait passionnant. À tout compte fait, on est en droit de se demander ce qu'une université financée comme toutes les autres, ou à peu près, peut bien avoir de plus public que les autres. Et inversement, qu'est-ce que des universités bénéficiant de tous les financements publics disponibles peuvent bien avoir de plus privé que l'Université du Québec? L'étude des encadrements de développement du système sont extrêmement révélateurs aussi. Je vous fais grâce de ce que je raconterai sur le contexte des années 60, sur les tiraillages entre le ministère, le nouveau Conseil des universités, la CREPUC, et ainsi de suite. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand on regarde les dossiers d'évaluation de programmes, on s'aperçoit que presque systématiquement, au fond, la logique est une logique d'endiguement et on s'applique à contenir le développement de l'Université du Québec. Là, vous me bousculez, là, et puis... parce que je cherche des chiffres ici. Oui. Alors, dans les dossiers d'évaluation de programme, par exemple, là, il y a eu 335 dossiers de nouveaux programmes analysés par l'Université du Québec dans les années où le Conseil a fonctionné. Il y en a seulement la moitié qui viennent de la nouvelle université, ce qui est beaucoup, mais pas énorme, puisqu'elle est en développement. C'est que les universités existantes continuent d'en proposer. Mais quand on regarde les chiffres, par exemple, les taux de refus, certains parlent d'eux-mêmes. Le taux global est de 25 %.
Mais McGill, c'est 5 %. Laval, 23 %. L'Université de Montréal, 25 %. L'Université du Québec, 31 % et l'UQAM, 33 %. Alors, cherchez l'erreur. Et par-delà les chiffres, de nombreuses recommandations du Conseil et du système, au fond, donnent aussi à réfléchir. Si le ministre et le gouvernement avaient suivi l'avis du Conseil des universités, l'UQACH, devenu l'UQO, n'aurait pas obtenu ses lettres patentes. La TELUC non plus. L'UQAT aurait eu une mission limitée au premier cycle. L'ETS ne formerait pas d'ingénieurs dûment reconnus comme tels. Il n'y aurait pas de chiropraxie à l'UQTR, pas de génie à l'UQAR et pas d'avantage à l'UQAT. Les recommandations du Conseil ont aussi beaucoup contribué à engager l'Université du Québec dans des secteurs autres, pour faire différents, souvent moins disciplinaires que thématiques. Et j'ai été témoin, on ne s'est jamais privé pour s'engausser doucement après. Et il y aurait beaucoup à dire sur la CREPUQ elle-même, un organisme qui a eu ses heures de gloire. Vous savez que traditionnellement, l'Université du Québec, il y avait 3 sièges, l'UQ, l'UQAM et une autre constituante. Dans les années 2000, on a obtenu que tous les membres siègent, mais c'était une victoire à la grecque, parce qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à pondérer les droits de vote, de sorte que finalement, surtout à la lumière de ce qui s'était passé au sommet, les universités ont dit il n'y aura plus de CREPUQ, il y aura un bureau, et ce qui est la différence, c'est qu'il n'y a plus de mission d'être le porte-parole de tout le monde. Alors, victoire à la grecque, parce qu'au moment où on acquiert des sièges pour tout le monde à l'UQ, ça disparaît. Alors, de l'ensemble de ces faits et de ces repères, même si un discours atmosphérique et allusif suggère que l'Université du Québec est une université publique, même si certains traits particuliers le donnent à penser, même si il y a une touche donc plus publique que d'autres, tout cela ne fait pas de l'Université du Québec une université comme elle aurait pu l'être si elle avait eu un statut formellement public à l'américaine ou université d'État à la française. Mais cela n'est pas dit pour jouer les victimes. L'Université du Québec arrive à son 50e, forte, solide. Elle a tiré son épingle du jeu. Et elle a, avec ses 100 000 étudiants, elle s'est implantée sur l'ensemble du territoire. Elle est engagée dans la promotion, plus nécessaire que jamais, des valeurs de démocratisation, d'accessibilité, de créativité culturelle, sociale, économique, de développement des régions. Tant qu'à se prévaloir d'une charte, je suis convaincu que mieux vaut que ce soit de celle-là. Merci. On peut prendre quelques questions tout de suite? Vous êtes dur. Hein? C'est comme vous voulez, Monsieur le Président. Non, mais je pensais qu'on pouvait prendre quelques questions tout de suite, hein, pendant qu'on est... Oui. Il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi un micro, hein, si quelqu'un ici... non, mais la salle n'est pas tellement... Non, je... Hein? À moins que ce soit pour des fins d'enregistrement? Non, d'accord. Oh, d'accord, OK. Alors, questions, commentaires, peut-être, oui? Ouais, en fait, une question, M. Bussier. On m'a souvent donné comme exemple de différence entre l'Université à Chartres et le réseau UQ, la possibilité de bien payer son recteur. Est-ce que c'est vrai? Bien, c'est vrai dans le sens que la loi dit qu'avec le pouvoir de nomination, la loi dit très clairement, le gouvernement fixe le traitement du chef. Alors, c'est quelque chose qu'on aurait pu souhaiter étendre à toutes les universités, puisqu'on essaie de se rattraper autrement par des permissions là, qui ne fonctionnent pas. Alors oui, vous avez raison, ça constitue un plafonnement. Et historiquement, ça a joué dans la capacité gouvernementale de contenir le niveau de la masse salariale de l'UQ. Alors, être chef d'établissement à l'UQ, c'est moins payant qu'ailleurs. Et ça a un effet de plafonnement, forcément, sur beaucoup des éléments des échelles salariales. Vous les connaissez plus que moi. C'est sûr que l'UQ ne frappe pas parmi les champions.
Alors, d'une certaine... Indirectement, c'est un moyen de contenir la masse salariale. D'autres, merci. D'autres... C'est dans la loi. D'autres questions? Oui, Monsieur Seigneur Umbriaco. Si c'était à refaire, on se souvient ce qui s'est passé, nous sommes pareils, etc. Si c'était à refaire, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait changer? Écoutez, je ne veux pas jouer à ça. Parce que ça... Non, mais ça mène nulle part. Hein, il y a quelque chose qui pourrait être géré autrement. C'est la netteté de l'affaire. Ou bedon, c'est public, ou bedon, ça dépend. Hein? Si je peux dire bon. Alors, autrement dit, il ne faudrait pas s'organiser pour qu'il y ait toutes les charges d'un statut public et pas les avantages d'un statut public. Parce que dans une université publique, de manière générale, les étudiants paient moins de droits de scolarité. Enfin, il y a toutes sortes de... Bon, c'est des diplômes aussi, souvent des diplômes, des diplômes publics. Enfin, c'est une autre logique. Hein? Ça se sent plus au cégep. Mais alors, je ne dis pas que c'est le modèle qu'on aurait dû prendre, mais c'est sûr que quand on regarde l'histoire, le nombre d'ambiguïtés, même dans le discours, confirme qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et ça, je pense qu'il y aurait eu avantage, il y aurait peut-être encore avantage à ce que ce soit clarifié, et on n'a pas l'impression que ça va dans ce sens-là. On est souvent, nous, les UQistes, fiers de dire c'est public, mais c'est pas vraiment public, et ça n'a pas toujours été avantageux de penser avoir ce statut-là. Mais là, on ne refera pas le monde, et je serais étonné que s'il y avait des modifications à la loi, ça aille dans le sens de l'université publique ou de l'université d'État. Je pense que la logique est tout à fait autre. Oui, il y avait une autre question, hein? Oui. Oui, j'ai deux questions. Première question, vous avez évoqué la mission spéciale de l'Université de Montréal, la mission spéciale de l'Université de Sherbrooke. Je voudrais connaître la mission spéciale de l'UQAM parce que j'y suis. Et deuxièmement, il y a le Conseil des universités et la critique ont été évoqués et avec des rôles plus ou moins ambigus. Au moment où on parle de la création d'un nouveau conseil national des universités, est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur quel serait l'avantage pour l'Université du Québec de cette nouvelle instance, parce que j'ai pu comprendre que le Conseil d'élus, ça a été une lecture des résultats mitigés. Les questions sont drues, mais comme vous êtes ma patronne à l'UQAM, je vais quand même essayer d'y répondre. Écoutez, effectivement, on observe, même dans les règles budgétaires, que l'UQAM et les deux anglophones de Montréal n'ont pas de mission spéciale. Mais toutes les autres en ont. Bon. Ça m'étonne. Vivant maintenant à l'UQAM depuis un certain nombre d'années, j'observe que cette université-là fait quelque chose que beaucoup d'autres ne font pas. Elle gruge sur la non-fréquentation universitaire. Elle s'occupe abondamment des enfants de la loi 101. Ils sont dans nos classes. Et elle travaille avec des gens qui sont souvent à temps partiel, qui sont de première génération à l'université. Et ça veut dire que c'est des conditions qui feraient qu'on devrait pouvoir avoir plus de moyens pour s'occuper de ce genre de monde, parce que c'est très, très coûteux d'avoir de la plus-value dans ce contexte-là. C'est très facile d'obtenir des taux de diplomation de 95% en médecine ou dans un programme contingenté. Hein, comme disait l'autre, garbage in, garbage out. Hein. Bon, alors ils arrivent, sont tout fignolés. À l'UQAM, c'est pas ça. On gruge sur des clientèles nouvelles de première génération qui n'ont pas de capital familial sur le plan social, et culturel et souvent même économique. S'il n'y a pas de mission là, dans le Montréal francophone profond de la loi 101, je ne sais pas où elle est. Moi j'irai là.
C'est ça que j'essaierai de négocier. Sur l'autre question qui est embêtante, écoutez, les organismes comme le Conseil de l'université, la CREPUC historiquement, c'est des organismes qui ont précédé d'une certaine manière dans leur dynamique, qui sont nés avec l'UQ, la CREPUC avant, et qui au fond ont dû contribuer à gérer l'arrivée d'une intruse qui veut se développer. Et tout développement, même si tout le monde est en développement, tout développement se fait forcément en grappillant ailleurs. Bon. Alors, il y a une dynamique là-dedans qui ne pouvait pas jouer pour l'Université de Québec. D'une certaine manière, c'est des organismes dont une partie de la mission était de contrôler les nouvelles venues. Et correctement, parce qu'il ne faut pas que les choses se fassent n'importe comment. Mais des organismes comme le Conseil de l'Université première version étaient beaucoup formés de gens proches des directions de l'université, des juges et partis, et qui ne voulaient pas le développement de l'Université du Québec. Ils l'acceptaient. Mais alors, on a pu voir là, que ça a eu beaucoup d'effets sur l'orientation de l'université dans des secteurs nouveaux, intéressants, parfois holés, mais dont la caractéristique majeure, c'est de ne pas être payant. Et alors, là, il y a comme une logique, j'allais dire, évidente, là, interne. Ça ne veut pas dire, moi, que je déconseille de revenir au Conseil des universités. Je souhaite seulement qu'on se rappelle pourquoi il a été supprimé. Et dans le mémoire de révocation au Conseil des ministres, il y avait 10 raisons. Donc, c'est pas sans raison. Il y en avait 10. Et l'université était d'accord. Tout ce que je veux dire, c'est ça, d'une part. Et d'autre part, ben, chaque période a ses besoins. On fait ce dont on a besoin. Mais je veux seulement rappeler que les mêmes actions, si elles sont pareilles, conduisent aux mêmes effets. Et je suis resté étonné que des ukistes poussent une idée comme ça sans s'assurer que ce ne soit pas la MMA, comme on disait, c'est vulgaire, ça, dans un colloque, la MMA, la même maudite affaire. J'en avais deux, puis on déborde un peu l'heure. Benoît Lévesque, monsieur, mettons trois. Et peut-être que les réponses pourraient être courtes parce qu'il y a encore 3 intervenants. Oui, Benoît. Une question concernant le fait que vous dites que l'Université du Québec n'a pas eu de statut clair, mais je me demande si ce n'est pas la norme au Québec et si ce n'est pas une caractéristique des formes d'institutionnalisation au Québec qui reposent sur des compromis plus ou moins stables. Et à la fin, je me demande si, je veux savoir si vous voyez, vous n'avez pas découvert aussi certains avantages à ne pas être clair. Dans le cas de Écoutez, non, il y a des cas clairs. Le statut d'une société d'État, c'est clair. L'Auto-Québec, c'est clair. L'Auto-Québec, c'est clair. Le statut d'organisme même consultatif, Conseil supérieur d'éducation, c'est clair. La loi dit, précise même le statut des gens qui travaillent pour eux et tout ça. Donc, ils font partie des règles de ce monde et tout ça. Bon, il y a des normes très, très claires. Ils sont des ministres de tutelle. Hein, il y a des statuts clairs. Le statut des cégeps est très clair. Des corporations, hein, mais qui doivent poser certains gestes, mais c'est le ministère qui donne les diplômes et ainsi de suite. Donc, il y a des statuts clairs. Dans le cas de l'Université du Québec, je vous dis que c'est clair sur papier, mais c'est pas clair dans le discours et dans les gestes. Est-ce que c'était bénéfique? L'Université du Québec a une tradition de grande habileté. Elle a été reconnue comme ça même par ceux qui ne l'aimaient pas. Elle a tiré son épingle du jeu intelligemment, vaillamment, avec les moyens du bord. Et ce n'est pas pour rien que maintenant, c'est une grande affaire. C'est une grande affaire. Hein? Alors, est-ce que c'est parce que c'était pas clair? Je suis pas sûr. Merci. Oui, monsieur, oui. Oui, alors vous avez évoqué des raisons sous-jacentes à la fondation, la création de réseau et tout, l'historique et tout. Est-ce que 50 ans plus tard, le réseau UQ est toujours intéressant et pertinent? Ben moi, je l'ai écrit plusieurs fois, et oui, mais oui. Et écoutez, c'est une grande affaire.
Il y a beaucoup de gens qui nous aimeraient plus petits, pour mieux te manger, mon enfant. Et pour avoir plus de pots de terre à côté des pots de fer. Et je peux vous dire qu'à l'échelle nationale et internationale, l'UQ, c'est une grande affaire si elle est capable de jouer correctement sa grande affaire. Ça ne peut pas être centralisé comme ça l'a été il y a 50 ans. Le mouvement est allé dans un autre sens, mais ce n'est pas en faisant disparaître l'UQ comme force, comme puissance massive, qu'on va aider les constituants. Je suis convaincu de ça. Il ne faut pas s'excuser d'exister. C'est une grande affaire. Et ça permet à des institutions de taille modeste, parfois improbables, de tenir le coup, non pas en quêtant, mais en pouvant s'appuyer. Ils portent aussi le nom de l'université du pays. C'est pas rien, ça. Écoutez, moi, vous vous adressez à mes convictions profondes, et je ne pense pas ça parce que je suis passé par l'Université du Québec. Hein. Je pense depuis le début, au moment même où, avant même que l'UQAM soit mis sur pied, moi, je savais que j'étais au département de philo de Sainte-Marie. Bon, merci. La dernière question, peut-être? Oui, vite, parce qu'on déborde, on déborde. L'article 3 de l'Université du Québec, après avoir défini un objet général comme le respect de la liberté académique, etc., donne une mission spéciale dans le cadre de cet objet, notamment la formation des maîtres. Et l'article 30 sur les constituantes ajoute à la formation des maîtres, elle peut également offrir des services à la collectivité qu'elle dessert. Alors, à mon avis, ce sont deux grandes particularités que l'Université du Québec a eu dès le point de départ et qu'elle continue à avoir aujourd'hui. Oui. Et oui, vous avez raison. Ça, c'est dans sa loi constitutive. Mais dans les faits, elle n'est pas les seules à former les maîtres. Hein, c'est bon. Hein, bon. Et elle n'est pas les seules à avoir des services aux collectivités, et ainsi de suite. Mais effectivement, ces mentions-là obligent l'Université du Québec à ne pas faire comme si la formation des maîtres, par exemple, était quelque chose de moins important. C'est dans la charte. Même chose pour le service à la collectivité. Mais là, on n'est pas dans de l'exclusive, là. Nous, on a l'exclusive de l'avoir noté. Et ça a une connotation historique à laquelle on a toujours tenu. Même dans les modifications de la loi, ça n'a jamais été enlevé, ça. Même si ça fatiguait beaucoup d'autres facultés de sciences d'éducation. Merci. On va arrêter ça ici. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On repasse